Imaginez ceci. Vous êtes assis à votre table de cuisine, il est 11 heures du matin et sans raison apparente, vos mains commencent à trembler légèrement. Pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque, juste assez pour que vous posiez votre tasse. Une sueur froide, presque imperceptible, sur la nuque. Une sensation de vide dans la tête, comme si votre cerveau cherchait quelque chose qu'il ne trouve plus. Vous regardez autour de vous, un peu désorienté, et vous pensez simplement « je dois avoir faim ». Vous mangez quelque chose de sucré. Ça passe, et vous oubliez. Mais ce que vous venez de vivre n'était pas de la simple faim. C'était votre glycémie qui plongeait après un pic brutal, survenu 2 heures plus tôt au moment du petit déjeuner. Un pic que vous n'avez pas senti monter, une descente que vous avez à peine reconnue, et un cycle qui se répète peut-être chaque jour, silencieusement, en causant des dégâts microscopiques à l'intérieur de vos vaisseaux, de vos nerfs, de vos reins, sans que personne ne vous ait jamais expliqué précisément ce qui se passe. Bonjour, je suis le Dr Morgan, médecin guide spécialisé dans la physiologie du vieillissement et la prévention des maladies silencieuses après 60 ans. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes qui font tout correctement, qui suivent leur traitement, qui surveillent leur alimentation, qui font leur bilan annuel et qui pourtant continuent à voir leur glycémie se dérégler progressivement sans comprendre pourquoi. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est une vérité médicale que les consultations de 15 minutes ne permettent pas toujours d'aborder avec la profondeur qu'elles méritent. Je vais vous parler d'une graine minuscule, de la taille d'une tête d'épingle, millénaire, qui fait aujourd'hui l'objet de recherches sérieuses en nutrition fonctionnelle et en diabétologie, la graine de chia. Vous en avez probablement entendu parler, vous en avez peut-être même acheté, peut-être en mangez-vous déjà, et c'est précisément là que réside le problème le plus répandu et le plus méconnu que je rencontre dans ma pratique. Parce que la quasi-totalité des personnes qui consomment du chia pour soutenir leur glycémie le font d'une façon qui annule totalement ses effets bénéfiques, parfois même d'une façon qui aggrave leur santé digestive sans qu'elles fassent le lien. Mais avant d'aller là, il faut comprendre le terrain, il faut comprendre ce que votre corps traverse après 60 ans au niveau de la régulation du glucose, parce que sans cette compréhension, les conseils restent des recettes sans sens. Et une recette sans sens, on la suit quelques jours, puis on l'abandonne. Alors laissez-moi vous emmener à l'intérieur de votre propre corps. Votre pancréas, cette petite glande loge derrière votre estomac, fabrique depuis votre naissance une hormone d'une précision extraordinaire, l'insuline. Cette hormone est, si vous me permettez l'image, une clé de serrure moléculaire. Chaque fois que vous mangez des glucides, des sucres, du pain, des pâtes, des fruits, votre sang se charge de glucose. Votre pancréas détecte cette montée et fabrique de l'insuline en réponse. Cette insuline voyage dans votre sang, trouve les récepteurs à la surface de vos cellules musculaires, hépatiques, adipeuses, s'y insère comme une clé dans une serrure et ordonne à ces cellules d'ouvrir leurs portes pour absorber le glucose et le transformer en énergie. Ce mécanisme est d'une élégance biologique remarquable et pendant des décennies, il fonctionne avec une précision d'horlogerie. Mais après 50, 60 ans, deux choses changent progressivement, simultanément, et leur combinaison crée ce que les cliniciens appellent le dérèglement glycémique de l'âge. Première chose, le pancréas ralentit, ses cellules bêta, celles qui fabriquent l'insuline, s'usent progressivement. Leur réponse au premier signal glycémique, ce qu'on appelle la phase précoce de sécrétion insulinique, se retarde et s'atténue. Le chef cuisinier entend la commande, mais met plus de temps à envoyer les plats. Pendant ce délai, le glucose s'accumule dans le sang plus vite qu'il n'est absorbé. Deuxième chose, peut-être encore plus importante, les serrures changent. Les récepteurs à l'insuline à la surface de vos cellules diminuent en nombre et perdent en sensibilité. L'insuline arrive avec sa clé, mais la serrure résiste. Elle force, elle recommence. Une partie du glucose reste dehors, dans le couloir sanguin, faute d'avoir pu entrer. C'est ce que la médecine appelle la résistance à l'insuline. Et elle s'installe si progressivement, si silencieusement, que la plupart des gens ne la soupçonnent pas jusqu'à ce que les analyses sanguines commencent à révéler des chiffres qui dérangent. Ce glucose qui circule en excès n'est pas inoffensif. Il s'oxyde, il réagit chimiquement avec les protéines des parois vasculaires dans un processus qu'on appelle la glycation, littéralement le caramélisage des vaisseaux de l'intérieur. Il endommage les petits vaisseaux des reins, de la rétine, des nerfs périphériques, il épaissit le sang, il favorise l'inflammation chronique, et tout cela se passe sans douleur, sans alarme évidente, pendant des années. Vous vous demandez peut-être à ce stade si tout cela vous concerne. Peut-être vous dites-vous que votre médecin ne vous a pas diagnostiqué de diabète, que votre glycémie à jeun est encore dans les limites, que vous n'avez pas de symptômes vraiment préoccupants. Laissez-moi vous poser quelques questions. Est-ce que vous ressentez régulièrement une fatigue après les repas,
particulièrement après le déjeuner, une envie irrésistible de vous allonger ou de fermer les yeux 1 heure après avoir mangé? Est-ce que vous avez parfois cette soif nocturne dont je parlais au début qui vous réveille avec la bouche sèche? Est-ce que vos plaies ou vos égratignures mettent un peu plus longtemps qu'avant à guérir complètement? Est-ce que vous avez des fourmillements occasionnels dans les pieds que vous attribuez à la position ou à la circulation? Est-ce que vous avez une vision qui se brouille légèrement après un repas riche en sucre, puis qui revient à la normale? Ces signes, pris isolément, semblent anodins. Ensemble, ils dessinent le profil d'un métabolisme glucidique qui commence à peiner. Pas nécessairement un diabète déclaré, mais un terrain prédiabétique, une zone grise, où des interventions nutritionnelles précises ont un effet réel et documenté sur la trajectoire métabolique. Et c'est dans cet espace de possibilités précoces, que la graine de chia trouve sa pertinence biologique. Mais voici ce que presque personne ne vous explique. Et voici pourquoi cette conversation mérite d'être faite avec la rigueur qu'elle nécessite. Le chia n'est pas magique. Il agit par un mécanisme très spécifique, mécanique, physique, qui n'est déclenché que si vous le préparez et le consommez d'une façon très précise. Si cette façon n'est pas respectée, non seulement vous ne bénéficiez d'aucun de ses effets sur la glycémie, mais vous pouvez créer des problèmes digestifs réels et désagréables. Laissez-moi vous expliquer le mécanisme avant de vous parler des erreurs, parce que comprendre pourquoi quelque chose fonctionne vous aidera à comprendre pourquoi certaines façons de le faire ne fonctionnent pas. La graine de chia contient une proportion très élevée de fibres solubles, principalement sous forme de mucilage. Ces mucilages sont des polysaccharides, des longues chaînes moléculaires qui ont une propriété physique remarquable. Au contact de l'eau, elles absorbent une quantité considérable de liquide, jusqu'à 12 fois leur propre poids, et se transforment en un gel visqueux, translucide, d'une consistance proche du blanc d'œuf légèrement cuit. Ce gel, une fois formé, a un comportement biologique précis dans le tube digestif. Il tapisse la paroi de l'intestin grêle, il crée une interface mécanique entre le contenu digestif et les cellules absorbantes de la muqueuse intestinale. Et cette interface ralentit physiquement la vitesse à laquelle le glucose passe de votre intestin dans votre sang. Imaginez votre intestin sans ce gel comme une éponge sèche plongée dans de l'eau sucrée. L'absorption est immédiate et massive. Le glucose envahit le sang d'un coup. Le pancréas panique et sécrète une grande quantité d'insuline. La glycémie monte en flèche, puis redescend brutalement, emportant parfois trop loin dans la zone hypoglycémique. C'est le cycle des montagnes russes. Maintenant, imaginez ce même intestin avec ce gel de chia bien formé qui tapisse ses parois. L'éponge est recouverte d'une membrane filtrante. Le glucose passe toujours parce que l'intestin est fait pour absorber les nutriments, mais il passe lentement, progressivement, en flux régulier plutôt qu'en torrent. La glycémie monte doucement, atteint un plateau modéré, reste stable, redescend progressivement. Le pancréas n'est pas débordé, les cellules reçoivent leur énergie de façon constante. La fatigue post-prandiale n'arrive pas. Le coup de vide de mi-matinée ne survient pas. C'est cela le mécanisme. Simple, physique, mécanique. Pas de chimie, pas de principe actif absorbé dans le sang. Une action locale dans le tube digestif qui change la cinétique d'absorption du glucose. Mais ce mécanisme ne se produit que si le gel est formé avant que vous mangiez. Et c'est là que la plupart des gens commettent leur erreur principale. La première erreur, celle que je rencontre le plus fréquemment et qui me préoccupe le plus sur le plan digestif, c'est de saupoudrer les graines de chia sèches directement sur un aliment. Un yaourt, une salade, un bol de céréales. Les graines sèches ont une enveloppe externe très résistante. Vos sucs gastriques, qui après 60 ans ont souvent une acidité moindre qu'à 30 ans, peinent à la percer. Résultat, la graine traverse votre tube digestif essentiellement intact, sans libérer ses mucilages, sans former de gel, sans produire aucun effet sur votre glycémie. Mais ce n'est pas tout. La graine sèche, une fois dans votre intestin, commence quand même à chercher l'eau dont elle a besoin pour gonfler, et cette eau, si vous n'en avez pas consommé suffisamment, elle la prend directement dans la muqueuse intestinale. Elle déshydrate littéralement votre tube digestif de l'intérieur. Les conséquences modérément sont des ballonnements, une lourdeur abdominale, une constipation, parfois une douleur sourde au bas-ventre, des symptômes que beaucoup attribuent à l'âge ou à autre chose, sans jamais faire le lien avec ces graines avalées sèches. La deuxième erreur, c'est de consommer trop de chia à la fois. La logique du plus est souvent tentante. Si une cuillère aide, 2 cuillères aideraient davantage. Non. Le chia est dense en fibres, en acides gras, en calories. Au-delà d'une cuillère à soupe par jour, soit approximativement 15 grammes, vous surchargez votre système digestif. Un excès de fibres solubles d'un coup peut séquestrer vos médicaments dans le tube digestif, réduisant leur absorption. Il peut irriter le côlon.
et il peut apporter un surplus calorique non négligeable qui nuit à la gestion du poids, pourtant essentiel dans l'équilibre glycémique. La troisième erreur est celle du mauvais timing. Manger du chia en fin de journée ou le soir n'a aucun intérêt pour la régulation glycémique postprandiale. Si l'effet bénéfique est de ralentir l'absorption du glucose lors du repas qui suit, le chia doit être consommé avant le repas où vous mangez des glucides. Et ce repas est, dans la grande majorité des cas, le petit déjeuner. La quatrième erreur est de négliger l'hydratation. Le chia réclame de l'eau pour former son gel. Si vous ne buvez pas suffisamment tout au long de la journée, non seulement le gel se forme moins bien, mais vous pouvez aggraver une tendance à la déshydratation qui elle-même concentre le glucose dans le sang et aggrave la résistance à l'insuline. Ces 4 erreurs expliquent pourquoi tant de personnes qui essaient le chia abandonnent après quelques semaines en disant que ça n'a rien changé. Ce n'était pas le chia qui ne fonctionnait pas, c'était la façon de le préparer qui neutralisait ses effets. Voici maintenant comment le préparer correctement. Choisissez des graines de chia entières, biologiques si possible, noires ou blanches. Les deux ont des effets similaires. Évitez les poudres de chia ou les graines broyées vendues en grande surface. Les acides gras oméga 3 que contient la graine sont protégés par son enveloppe extérieure. Dès qu'ils sont exposés à l'air par le broyage, ils s'oxydent rapidement et perdent leurs propriétés anti-inflammatoires. La graine entière est le seul format qui préserve l'intégralité de ses nutriments. Le soir précédent, ou au moins 30 minutes avant votre petit déjeuner, prenez un petit bocal en verre propre. Déposez-y exactement une cuillère à soupe rase de graines de chia. Versez par-dessus environ 150 ml d'eau filtrée à température ambiante ou d'eau de coco sans sucre ajouté si vous l'appréciez. Pressez par-dessus le jus d'un demi-citron frais. Mélangez soigneusement avec une cuillère pendant une trentaine de secondes pour éviter que les graines ne se collent entre elles en formant des agglomérats. Fermez ou couvrez le bocal et laissez reposer. Le citron n'est pas un simple ajout de saveur. Son acidité douce stimule la production de bile hépatique et prépare les enzymes digestives à recevoir un repas. Sa vitamine C, thermolabile et fragile, est préservée dans cette préparation à froid et ses flavonoïdes ont des propriétés antioxydantes qui protègent les cellules bêta du pancréas du stress oxydatif chronique. Si vous préparez votre mélange le soir, après 6 à 8 heures de repos, vous obtiendrez un gel ferme, épais, homogène, dans lequel chaque graine est parfaitement hydratée et entourée de mucilage actif. Si vous le préparez le matin, comptez au minimum 30 à 40 minutes. Le timing de consommation est précis et mérite d'être respecté. Buvez ce gel exactement 30 minutes avant votre petit déjeuner. Pas 5 minutes avant, car le gel n'aurait pas le temps de descendre et de se répartir sur la paroi intestinale. Pas 1 heure avant, car il serait trop avancé dans le transit pour être positionné au niveau de l'intestin grêle où l'absorption glucidique est maximale. 30 minutes est la fenêtre physiologique pendant laquelle le gel descend, se dépose et forme ce filtre protecteur au bon endroit. Buvez ensuite un grand verre d'eau pure après avoir consommé votre gel. Cette eau accompagne le mucilage, l'aide à se répartir uniformément et évite toute sensation de lourdeur ou de blocage. Votre petit déjeuner qui suit doit être pensé en cohérence avec ce que vous venez de faire. Le gel de chia ne vous autorise pas à manger n'importe quoi. Il est un bouclier, pas une immunité. Si vous déposez par-dessus ce filtre du sucre liquide, du jus de fruits industriels, du pain blanc avec de la confiture, des céréales soufflées, le sucre passe trop vite et en trop grande quantité, même au travers du gel le plus soigneusement formé, vous aurez travaillé pour rien. Ce qui fonctionne avec ce protocole, c'est un petit déjeuner qui associe des protéines, des graisses de qualité et des glucides à absorption lente. 2 œufs cuits à la coque ou brouillés, une tranche de pain véritablement complet, une poignée d'amandes ou de noix, un yaourt nature entier sans sucre ajouté, une portion de fromage. Ces aliments combinés au gel de chia créent une synergie métabolique. La montée glycémique est faible, progressive, soutenue. L'énergie est stable pendant 3 à 4 heures. Les cellules sont nourries sans stress pour le pancréas. Je dois maintenant vous parler des signaux qui méritent une attention médicale précise parce que mon rôle est de vous guider et de vous protéger avec honnêteté. Si vous prenez des médicaments antidiabétiques oraux, des sulfamides hypoglycémiants comme le glibenclamide ou le glyclazide, ou si vous êtes sous insuline, vous devez informer votre médecin de tout changement alimentaire significatif. Non par formalité administrative macho, mais parce que ces médicaments ont été dosés en fonction de votre profil glycémique actuel. Si une intervention nutritionnelle améliore votre sensibilité à l'insuline et abaisse votre glycémie, vos médicaments peuvent devenir trop puissants et provoquer des hypoglycémies. C'est un risque réel qui nécessite une surveillance et un possible ajustement de vos doses.
Si vous prenez des anticoagulants, les graines de chia contiennent des acides gras oméga 3 qui ont des propriétés légèrement antiagrégantes. À une cuillère à soupe par jour, l'effet est minimal, mais votre médecin doit être informé. Certains signes méritent une consultation médicale sans attendre, indépendamment du chia. Une glycémie à jeun systématiquement supérieure à 1,2 g par litre lors de vos contrôles personnels, des épisodes de malaise avec sueur froide, tremblements et confusion en milieu de matinée ou avant les repas. Une perte de poids non intentionnelle et inexpliquée. Une modification brutale de votre soif ou du volume de vos urines. Une vision qui se trouble régulièrement. Ces signes nécessitent une évaluation médicale précise et rapide. Le chia agit sur un terrain prédiabétique ou sur le soutien d'un équilibre glycémique instable chez un diabétique de type 2 bien contrôlé. Il ne traite pas un diabète décompensé. La frontière entre ces deux situations doit être établie par votre médecin. Voilà maintenant comment construire votre protocole de façon progressive et sécurisée. La première semaine est une semaine d'adaptation, une cuillère à café rase de chia, pas une cuillère à soupe. La moitié de la dose, votre microbiote intestinal a besoin de temps pour s'adapter à l'augmentation des fibres solubles. Allez-y lentement, observez vos sensations digestives, une légère modification du transit est normale et s'estompe en quelques jours. Si vous ressentez des douleurs abdominales importantes, réduisez encore la dose. La deuxième semaine, si vous vous sentez à l'aise, passez à la dose complète d'une cuillère à soupe rase. Maintenez ce rythme une fois par jour le matin, 5 à 6 jours par semaine. Pas nécessairement chaque jour si vous avez un matin sans glucides significatifs. Sur 4 à 6 semaines, observez vos sensations de façon active. Votre énergie en milieu de matinée, l'intensité de votre faim avant le déjeuner, la qualité de votre transit. Si vous mesurez votre glycémie à domicile, notez vos relevés 2 heures après le petit déjeuner sur quelques semaines pour voir si le profil change. À long terme, ce protocole n'est pas un traitement ponctuel. C'est une habitude alimentaire qui s'inscrit dans une cohérence nutritionnelle plus large, les glucides complexes plutôt que raffinés, les protéines à chaque repas, les graisses de qualité, l'hydratation régulière, l'activité physique adaptée. Le chia est une brique dans cette architecture, non une fondation à lui seul. Et votre médecin reste le chef d'orchestre de cette stratégie. Parlez-lui de ce que vous faites. Montrez-lui vos observations. Demandez-lui de surveiller votre HbA1c et votre glycémie à jeun à intervalles réguliers. Ce suivi vous donnera des données objectives qui valident ou ajustent votre approche. Je veux finir par quelque chose d'essentiel que j'observe depuis 20 ans dans ma pratique. Les patients qui récupèrent le mieux leur équilibre glycémique après 60 ans ne sont pas ceux qui trouvent la solution miracle et s'y accrochent. Ce sont ceux qui comprennent leur propre biologie suffisamment pour y répondre avec intelligence et constance. Cette compréhension, c'est ce que je vous ai offert aujourd'hui. La glycémie qui monte en montagne russe parce que le pancréas ralentit et les serrures résistent. Le gel de chia qui intervient mécaniquement pour lisser ces oscillations. Les erreurs de préparation qui annulent pas cet effet, le protocole précis qui le maximise et les limites qui méritent d'être respectées. Votre corps, après 60 ans, n'est pas un corps diminué, c'est un corps expérimenté qui a ses propres lois, ses propres rythmes, ses propres besoins. Quand on lui parle dans son langage, quand on respecte sa biologie plutôt que de la forcer, il répond avec une fidélité remarquable. Je suis le docteur Morgan, et je suis là, dans chacune de ces conversations, pour être ce traducteur entre votre corps et vous. Prenez soin de vous, avec connaissance, avec douceur et avec la conviction tranquille que chaque geste précis vaut mieux que 10 gestes approximatifs.